Le séisme s'étant produit la nuit, seule la directrice fut tuée. L'immeuble de 7 étages que vous venez de voir, voici ce qu'il en reste. Regardez bien l'immeuble tel qu'il était. Et sur ces ruines, on distingue parfaitement les 7 dalles entre lesquelles sont comprimés les appartements avec leurs occupants. 200 personnes environ occupaient cet immeuble. Il y eut 8 survivants. L'un d'eux, qui habitait le 6e étage, se retrouva assis sur son lit, à 2 pas de la station-service voisine. Une dernière image de cet immeuble tragique. Les usines de conserve du quartier industriel souffrirent aussi et des voûtes de béton s'effondrèrent. Les villas des quartiers résidentiels auraient dû mieux résister que les immeubles en raison de leur faible hauteur et de leurs larges assises. Mais il semble que le hasard ait voulu, ou la destinée, que ces villas se soient trouvées pour la plupart rassemblées sur des hauteurs qui furent suivies particulièrement par les ondes de choc. Qui pourrait croire que 2 personnes se trouvaient dans ce lit, la dalle de béton de plusieurs tonnes les tenant prisonniers? Mais qui pourrait croire que ces 2 personnes soient sorties de là vivantes? Et par ce trou, une famille est sortie indemne. Malheureusement, tous n'ont pas eu cette chance. Certains immeubles sont restés debout, mais penchés dangereusement. Ils ne tiennent plus que par miracle, et le moindre choc pourrait les faire tomber. Cet immeuble de 5 étages sur 2 façades fut réduit en un tas de gravats informes. L'acharnement des sauveteurs permit d'y sauver plusieurs emmurés. Un autre immeuble de 6 étages et sur 2 façades également, dans lequel 150 personnes environ furent surprises en plein sommeil. Il n'y eut que 2 blessés. Les escaliers s'étant effondrés, de nombreux rescapés descendirent par des draps. L'immeuble est réduit à sa carcasse de béton. Les intérieurs sont complètement bouleversés. Toutes les cloisons ont littéralement éclaté. Des petits-enfants étaient ensevelis sous les briques et les débris de toutes sortes. Ils ne souffrirent que de quelques égratignures. La gendarmerie s'est effondrée sur une grande partie et l'intérieur a été presque anéanti. Des piliers de béton armés de fer de 16 mm de diamètre ont éclaté. Les fers ont été tordus, brisés même quelquefois, faisant pencher dangereusement les immeubles qu'ils supportent dans le sens de la poussée qu'ils ont subie. Poussée presque verticale, puisqu'Agadir était distant d'à peine 2 km de l'épicentre du séisme. Cet immeuble, qui commençait à sortir de terre, aurait sans doute subi le même sort que son voisin si le séisme s'était produit un an plus tard, car les fers du béton semblaient au premier abord insuffisants. Cependant, ceux-ci semblaient plus denses, mais les immeubles situés au bout d'une rangée ont subi, en plus du choc séismique, la poussée de leurs voisins. Cet immeuble ne comportait qu'un étage, mais était prévu pour en supporter d'autres,
comme d'ailleurs la plupart des constructions d'Agadir. Il semblait très solide et les ferraillages du béton irréprochables. Ce moderne restaurant de la plage s'est affaissé sur ses piliers qui s'enfonçaient pourtant à 15 mètres de profondeur. Les édifices religieux n'ont pas été épargnés. L'église Sainte-Croix était une des premières constructions de la ville nouvelle. Le chemin de croix est encore intact au mur. La Vierge est restée debout. L'autel est intact aussi, mais le tabernacle ouvert atteste que le prêtre en a retiré le calice. Mais cette fois, tous l'ont bu jusqu'à la lit. Et dans les ruines de la mosquée, on croit entendre une voix d'outre-tombe qui dit le credo musulman. Il n'est d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est l'envoyé de Dieu. C'est Alborge, la ville musulmane, qui a le plus souffert, car elle était construite en bordure de la faille géologique le long de laquelle s'est produit le séisme. De plus, elle était tout près de l'épicentre. Par milliers, ses habitants y périrent. La mort a frappé ici avec sa brutalité coutumière et apparemment aveugle, laissant parfois la vie accrochée à un pan de mur comme pour mieux écraser ceux d'à côté. Et de ce grand hôtel de 40 chambres, voici ce qu'il en restera. Lorsque se produit un tremblement de terre quelque part dans le monde, l'imagination aidant, chacun voit des crevasses énormes dans lesquelles les villes entières sont englouties. Certes, le phénomène se produit parfois avec une telle ampleur, mais le plus souvent, les craquelures ne sont que de quelques centimètres, comme celle d'Agadir. La vieille forteresse, vestige d'un passé lointain, a été particulièrement éprouvée. Dominant la ville à 250 mètres d'altitude, ses remparts se sont effondrés. Il y a toujours une sentinelle, mais elle ne garde plus qu'un champ de ruines. Sans doute, la vieille Casbah n'était pas construite selon les conceptions européennes, et les murs de Torchi étaient les plus nombreux. En outre, elle se trouvait elle aussi toute proche de l'épicentre, et subit ainsi la secousse dans toute sa force. De même que la ville musulmane, la Casbah fut détruite à 95%. De ses 800 habitants, il y eut 23 rescapés. Et les riches tapis, œuvre des habiles artisans marocains, offrent maintenant au soleil ardent leurs dessins colorés. Au port, les dégâts sont énormes. Agadir était un des premiers ports sardiniers du monde, et sa pêche atteignait 50 000 tonnes par an. Lors du séisme,
de nombreux bateaux étaient au sec. Ils furent renversés. Ce port, si actif encore la veille, est devenu désert. Outre les produits de la pêche, le port d'Agadir écoulait près de 40 000 tonnes d'oranges et de 10 à 20 000 tonnes de minerais de manganèse ou de fer chaque année. Et maintenant, sur les quais crevassés, les grues gisent comme des squelettes géants. Des affaissements allant jusqu'à 50 cm, des fissures importantes se sont produites. Quant aux blocs de béton formant assises de ces quais, ils ont bougé de plusieurs centimètres. Tout près du port se trouvaient des quartiers populeux, des quartiers de pêcheurs, et qui la veille encore résonnaient des cris joyeux des enfants. Ils ont été détruits à 95%. Les familles ont été anéanties par centaines, femmes et enfants surtout, car nombreux furent les hommes qui eurent la vie sauve. Ils étaient au port, se préparant à partir pour la pêche. Ce vieux quartier était le plus ancien d'Agadir. Il était, avec la Casbah, le seul vestige du passé. Le village de Yachech, situé à quelques centaines de mètres de l'épicentre et peuplé de 5 fut entièrement anéanti. Les bulldozers l'ont nivelé quelques jours après le séisme, recouvrant sur place des centaines de cadavres. Dans la campagne environnante, plusieurs villages de montagne furent détruits. Ils étaient difficilement accessibles et leurs habitants ne furent secourus par les autorités marocaines que longtemps après. Les survivants de cette nuit tragique, avec cette sérénité devant la fatalité qui est le caractère dominant de leur race, enterrèrent leurs morts sans rien dire. Ils édifièrent des campements de fortune avec leurs propres moyens et attendirent philosophiquement. Aux alentours de la ville détruite, les sinistrés et survivants étaient groupés dans des camps que l'armée avait montés pour eux, et les cuisines roulantes assuraient leur nourriture. Pendant que les organismes d'entraide et de secours distribuaient les vivres, les vêtements et les médicaments venus du monde entier. Les sinistrés français qui n'avaient pu abandonner la ville furent établis dans ce camp dressé par l'ambassade de France. C'est là qu'ils vécurent durant des mois encore. Et tout près de ces survivants, français et marocains, 10 000 morts dormaient dans leurs tombes ou dans les fosses communes. Et plus de 10 000 cadavres continuaient à se dessécher sous les ruines. Ainsi, selon la loi de l'éternel retour, après cette fin du monde qu'ils ont vécue, hommes et femmes d'Agadir du XXe siècle redeviennent les nomades des premiers temps. Il leur appartient maintenant de refaire ce que Dieu leur a retiré. Or le Seigneur dit à Moïse, « Étends ta main sur la terre d'Égypte pour appeler les sauterelles afin qu'elles montent sur la terre et qu'elles mangent toute l'herbe que la grêle a épargnée. »
Et Moïse le fit. Et le Seigneur fit souffler tout ce jour-là et la nuit un vent brûlant. Et le matin venu, ce vent brûlant amena les sauterelles qui montèrent sur la terre d'Égypte et se répandirent en si grand nombre que toutes les provinces d'Égypte en furent inondées. Et toute l'herbe de la terre fut dévorée, et tous les fruits des arbres que la grêle avait épargnés, de sorte qu'il ne resta rien de vert sur les herbes, ni dans les champs en toute l'Égypte. On pourrait croire que depuis cet épisode de l'Ancien Testament, le fléau acridien a disparu ou seulement diminué d'intensité. Il n'en est rien. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un coup d'œil sur ce planisphère. Toutes les régions coloriées en rouge sont régulièrement visitées par les sauterelles. On a essayé de chiffrer ce que ces invasions de sauterelles ont coûté à l'homme pendant une période de 10 ans. On atteint des nombres de l'ordre de 200 milliards de francs. Les continents qui ont le plus à souffrir des incursions de ces insectes sont actuellement l'Afrique et l'Amérique du Sud. En Afrique, la sauterelle la plus terrible est aussi la plus anciennement connue, celle justement des Écritures, le criquet pèlerin, le Djirad el-Arbi des Arabes. Il pénètre en masse jusque dans les agglomérations humaines où il sème la panique. Le voici au Maroc, au sud du Grand Atlas, sur Agadir. Les hordes ailées envahissent les rues et les maisons. Cet insecte migrateur étend ainsi ses ravages sur toute l'Afrique du Nord à l'équateur et sur une grande partie de l'Asie méridionale. On voit les essaims rayonner tantôt vers l'ouest du continent africain jusqu'à l'Atlantique, tantôt vers l'Orient, jusque sur le Pakistan et l'Inde. Le foyer de ces migrations doit donc se trouver dans les grands déserts du Sahara au Thar. Observons les essaims qui tournoient autour des murailles de Taroudan. Au cours de vols multiples, les insectes changent progressivement de couleur. Le tégument, par accumulation d'un pigment spécial, prend une coloration terre de sienne, puis jaune paille chez les femelles, jaune citron chez les mâles. C'est un signe de maturité sexuelle. Alors, les couples se forment et s'ébattent sur le sable durci des rives ou du lit desséché d'un oued. Chaque individu s'accouple plusieurs fois. Les femelles, chevauchées par un mâle, se préparent à déposer leurs œufs dans le sol. Elles y creusent un trou au moyen de 4 pièces chitinisées placées à l'extrémité de leur abdomen, qui s'allongent considérablement par distension des membranes intersegmentaires. Les œufs agglomérés par groupes de 30 à 100 sont recouverts par un bouchon de mucus qui laisse passer l'air. Une femelle peut déposer une dizaine de ces grappes. Ainsi, c'est constitué par l'acte de ponte de milliers de femelles, un foyer grégarigène, reconnaissable aux taches blanches qui émaillent le sol, et qui sont autant de bouchons de mucus, autant de grappes. Les œufs se gonflent, éclatent sous l'action d'une hernie sanguine appelée ampoule cervicale, et donnent la liberté aux larves. En rampant le long de la paroi terreuse, elles arriveront à la surface du sol. De 15 à 60 jours après la ponte, selon la chaleur et l'humidité du terrain, le foyer grégarigène se trouve couvert de centaines de milliers de petits insectes, à mouvement vermiforme. Ce sont les criquets au stade rampant. Déjà, près de l'orifice de sortie commun à toutes les larves provenant d'une même grappe ovigère,